Nadia Ayala Kisukidi, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur de philosophie à l'Université Paris 8 et vous avez coécrit avec Djamila Ribeiro, Dialogue transatlantique, perspective de la pensée féministe noire et des diasporas africaines aux éditions Anacaona. Alors c'est vrai qu'on parle souvent de féminisme, on parle souvent également de la cause noire, mais le féminisme noir, comment est-ce que vous, Djamila Ribeiro, vous le définissez? Alors déjà, Djamila Ribeiro au Brésil est une des grandes figures du féminisme noir, en tant déjà que militante, mais aussi en tant que théoricienne. Et si on veut prendre une définition générique du féminisme noir, eh bien simplement, comment dirais-je, un ensemble de réflexions ou de pratiques, de luttes qui visent en tout cas à défendre les femmes en tant qu'elles seraient victimes à la fois du racisme, du sexisme et d'autres types d'oppression. Mais l'enjeu, c'est de combiner et de comprendre en gros ce que le racisme et le sexisme font à certains corps. Un livre sous forme de dialogue justement entre vous deux. Alors vous, je rappelle que vos origines sont multiples. Vous êtes originaire de la RDC, d'Italie, de France, de Belgique. Et Djamila, donc vous le disiez, est brésilienne. Pourquoi ce choix de vous associer pour produire ce dialogue transatlantique? Déjà, je pense que c'est venu de la maison d'édition Anacaona qui suivait un petit peu nos parcours respectifs. Et c'est vrai que Djamila est une voix philosophique au Brésil. C'est aussi une voix militante, antiraciste. Et de mon côté, bon, je suis philosophe. Je ne me qualifie pas de militante, mais c'est vrai que en tant que citoyenne, moi j'ai été heurtée par un ensemble de revendications liées à des violences raciales qui ont pu se perpétuer, se produire en France. Et c'est vrai que c'était assez intéressant de nous associer, déjà pour comprendre comment nous nous situions dans ce que nous avions reçu dans notre discipline, la philosophie, et ensuite pour essayer de comprendre à partir de nos situations respectives, la France et le Brésil, comment nous frayons à travers l'ensemble des inégalités peut-être auxquelles nous étions confrontés et à travers un ensemble d'espoirs aussi qu'elle et moi nous portons. Et quelles sont ces spécificités brésiliennes d'un côté et françaises? Quelle est la différence? Alors ce qui est intéressant, bon, Djamila n'est pas là, mais je peux me permettre en tout cas de dire certains éléments qui sont présents dans le livre. Déjà au Brésil, la population noire est majoritaire, mais elle est quand même placée dans une situation de minorité politique au sens où elle est victime, là aussi, de certaines formes de racisme structurel en fait, qui sont portées par un pouvoir qui reste encore dominé par des populations, là pour le coup à majorité blanche. Et on voit la société actuelle brésilienne, la manière dont les rapports sociaux apparaissent extrêmement brutaux, violents, ce qui est incarné par la figure du président actuel Bolsonaro, en fait, témoigne en tout cas d'une longue histoire de violence raciale qui, comment dirais-je, structure les vies noires au Brésil. Et vous, de votre côté, le racisme, vous y êtes confronté en France, c'est ce que vous écrivez, mais aussi en RDC, quand vous y retournez, on vous a traité de sale blanche. C'est là que vous comprenez que ces questions-là sont beaucoup plus complexes que cela. Elles sont complexes. Alors après, pour la RDC, là, les mots, il faut toujours être très raffiné avec les mots. Je ne parlais pas forcément de racisme, mais plutôt d'une insulte raciale. Le racisme ayant un sens vraiment très précis. Mais ce qui est intéressant, en tout cas, avec ce moment-là, c'est qu'effectivement, la question de la perception raciale de l'autre, parce qu'il s'agit toujours de perception, bien évidemment, en fait. Elle change en fonction des territoires auxquels on est confronté. Et surtout, dans mon cas, ça m'a amené à réfléchir à une condition, à la condition métisse, en fait. Une condition, d'ailleurs, dont on discute toutes les deux, Djamila et moi, dans le livre, en étant, je pense, assez d'accord sur ce que nous en pensons. Mais ça m'a amené, en tout cas, à retravailler cette question qui disparaissait un petit peu sous le signifiant noir. Alors après avoir écrit une thèse sur le philosophe Bergson, vous vous intéressez aux penseurs postcoloniaux de divers pays, mais aussi d'Afrique francophone, comme Fabien Eboussi ou encore Cheikh Anta Diop, qui sont plus ou moins étudiés, on va dire, en France. Vous le regrettez ? On peut toujours regretter d'être confronté à un univers qui se rétrécit en fait et qui rétrécit ses géographies. Mais je pense que les choses sont en train de changer en fait. Il y a beaucoup d'ouverture, en tout cas dans le champ philosophique, une véritable ouverture des corpus aux pensées non européennes, donc pas seulement africaines, mais peut-être aussi asiatiques et d'Amérique du Sud, caraïbéenne. Et donc c'est extrêmement important que ces auteurs soient connus pour qu'un ensemble de clichés qu'on entend souvent, par exemple sur le continent africain, ce serait le continent du vide textuel. Sur ce continent, il n'y aurait pas d'écriture. Sur ce continent, il n'y aurait pas de philosophie, pour que ces clichés, enfin, puissent une fois pour toutes disparaître. Et vous pensez qu'en faisant cela, en étudiant ces auteurs, on aurait
pu éviter peut-être les dérives extrémistes? Je pense au climat politique en France, en Europe, également de manière générale. Je ne sais pas. Étant intellectuelle, j'ai une petite tendance idéaliste, donc je crois au pouvoir transformateur du savoir et des idées. Mais en tout cas, il est vrai qu'en ne connaissant pas ces auteurs, on ne se donne pas les moyens de contrer et de démonter un ensemble d'images très archaïques, en fait, qui enserrent encore le continent africain, quand on le voit depuis l'Europe et particulièrement peut-être depuis la France. Alors, il y a eu le sommet Afrique-France il y a quelques semaines. Vous y étiez en tant que représentant de la... Vous n'avez pas participé? Non, pas du tout. D'accord, j'ai cru comprendre. Oui, pas de problème. Emmanuel Macron, aujourd'hui, a proposé un New Deal entre l'Afrique et l'Europe. Je vous propose de l'écouter, on revient vers vous. Nous organiserons à cet égard, en lien très étroit avec le président Michel, la présidente von der Leyen et l'ensemble des États membres, un sommet entre l'Union africaine et l'Union européenne au mois de février qui se tiendra à Bruxelles et qui réunira les dirigeants des pays et des institutions de l'Union africaine et de l'Union européenne. L'objectif de ce sommet est de refonder en profondeur la relation. Parce qu'elle s'est elle-même, il faut bien le dire, à travers ses instruments bureaucratisés et un peu fatigués. Voilà, refonder en profondeur la relation, un peu fatiguée entre les deux continents. Emmanuel Macron a même annoncé un sommet entre l'Union africaine et l'Union européenne les 17 et 18 février à Bruxelles. Est-ce que vous l'entendez, le président français? Est-ce que vous diriez que sa politique va dans le bon sens? Alors, je commande pas de manière générale la politique et je ne vais pas commencer à me faire chroniqueuse de toutes les paroles du président français. Parce que je vois ce qui est intéressant, c'est qu'on est quand même passé du sommet Afrique-France à une réflexion qui maintenant ne loge plus une asymétrie qui fait mal aux oreilles entre un pays et un continent, mais justement un sommet où c'est l'Europe et l'Afrique peut-être qui vont se rencontrer, et mieux des institutions en fait qui vont se rencontrer. Donc déjà, on n'est plus dans le même cadre de cette asymétrie structurelle qui a toujours été constamment reprochée à la longue histoire de ces sommets qui auparavant étaient les sommets France-Afrique et qui sont devenus ensuite les sommets Afrique-France. Par ailleurs, ce que je trouve quand même toujours difficile, malgré les ouvertures qui sont réelles, ce serait vraiment fâcheux là aussi de ne pas le reconnaître, mais ce que je trouve très difficile encore dans ce climat et dans le contexte dans lequel nous vivons, c'est qu'on s'intéresse beaucoup à ce que la France fait en Afrique, mais pas trop à ce que la France fait des Africains, parfois, sur son territoire et dans son propre pays. Et il est vrai qu'un ensemble de membres de la diaspora africaine, qui sont majoritairement des citoyens français, il faut le rappeler, ont beaucoup lutté contre certaines formes de discrimination auxquelles elles étaient confrontées. Et ce que je trouve toujours un peu difficile et dommage, c'est de voir comment ces revendications d'égalité, ces revendications finalement fortement républicaines, en fait, qui sont portées par ces voix de la diaspora des afrodescendants en France, sont souvent balayées d'un revers de la main, voire méprisées. Et c'est là que j'ai envie de rester un peu, de continuer à questionner quand même ce qui se joue. D'où l'importance de dialogue transatlantique, perspective de la pensée féministe noire et des diasporas africaines. Merci Nadia Yala. Je vous remercie. Qui dit, c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci à vous de votre fidélité, excellente suite de programme à vous tous et à lundi.